Et inversement, l'évolution peut être une solution. Regardez, la trithérapie par exemple, c'est donner 3 drogues aux gens qui sont atteints du virus du sida. Pourquoi ? Parce que la probabilité qu'un petit virus porte les 3 mutations à la fois qui lui permettent d'éviter les 3 drogues, eh ben, elle est tellement petite que ça n'arrive jamais. Voilà une application positive des lois de l'évolution. Et pourquoi on n'arrive pas à faire ça quand on parle de pesticides ou dans nos vies quotidiennes ? Pourquoi on est submergé par la résistance aux antibiotiques, par exemple ? Qui est juste que les microbes, ils ont évolué pour résister. C'est parce qu'en fait, on n'a pas utilisé les antibiotiques en appliquant des lois de l'évolution pour empêcher que les résistances n'émergent. Voilà, il y a un outil. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de quelqu'un de démolir Versailles et de faire de la compensation culturelle ? C'est-à-dire de reconstruire un autre Versailles ailleurs. C'est exactement ce qu'on fait quand on fait de la compensation écologique. Et moi je pense que, il y a sans doute des fois où il faudra faire de la compensation. Le problème n'est pas de ne pas en faire, mais de comprendre ce que ça a d'insupportable et de pas fonctionnel, parce qu'on ne fait pas de la compensation culturelle. On ne détruit pas un château fort médiéval ou une église romane en disant mais non, attendez, on va faire la même un peu plus loin. Moi et mes pères, on est juste convoqués pour expliquer pourquoi ça marche pas. Et les gens commencent à nous détester parce qu'on est des Cassandres, on explique pourquoi le climat se dérègle, pourquoi la biodiversité disparaît. Mais en fait, en creux, ce qu'on ne nous demande jamais, et peut-être ce que nous avons d'ailleurs fait l'erreur de ne pas transmettre assez, c'est toutes ces solutions que des années de recherche ont mis en place. En fait, la génération qui a détraqué l'environnement et créé des conditions sanitaires douteuses, elle a quand même de ses impôts accumulé les connaissances d'une boîte à outils extraordinaire. Et une fois de plus, maintenant il faut l'ouvrir. « 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Je suis Chloé, je suis ingénieure, curieuse et multipassionnée de tout ce qui touche au vivant. J'ai donc décidé de créer un nouveau métier, vivantologue. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de ces humains badass qui, par passion et ou par profession, protègent ce précieux vivant. Le vivant en soi et le vivant sur cette planète. Ils nous aideront à comprendre les grands enjeux actuels, nous donneront des clés d'action et surtout l'envie d'avoir envie. Si un peu. Et surtout l'envie de nous engager nous aussi en faveur de la construction d'une nouvelle société plus vivante et vibrante, car nous avons tous un rôle à jouer. Bonne écoute. Pour ce 9e épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Marc-André Selosse. Je me revois très bien le jour où ma collègue d'association Audrey nous annonce « On va organiser une conférence de Marc-André Selosse sur le thème du sol ». Audrey, nous lui connaissons tous cette passion pour l'agroécologie, pour avoir l'énergie débordante d'initier des sites expérimentaux citoyens dans le Beaujolais. Mais pour le commun des mortels, les moldus qui ne sont pas encore trop sensibles à la magie du vivant, l'écologie, ça ne fait pas encore déplacer les foules. Je lui demande alors si on ne peut pas choisir un thème plus grand public pour fédérer autour de cette écologie si importante, les arbres, les forêts, la biodiversité, les rivières, l'eau douce peut-être. Elle insiste et me voilà donc à entamer des recherches en me demandant bien comment nous allions pouvoir donner envie à nos voisins du Beaujolais de se déplacer en masse un vendredi soir d'hiver pour une conférence sur un sujet qui me semblait, sans le connaître évidemment, beaucoup trop pointu, le sol. Grave erreur de ma part, je découvre alors les travaux de Marc-André Selosse et je suis tout de suite embarquée. Avec beaucoup de pédagogie et d'humour, je découvre via ses nombreux contenus l'écosystème incroyable du sol qui non seulement a façonné nos civilisations jusqu'à présent, mais qui représente également une solution sérieuse pour demain. Par exemple, on découvre que remettre 0,4% de matière organique dans les sols par an permettrait de compenser les émissions de carbone de l'humanité. C'est ce qu'affirme l'initiative française 4 pour 1000. Et de la matière organique, on en crée tous les jours, alors voici la première bonne nouvelle. Marc-André Selosse, il vient toujours avec des solutions, et ça fait du bien. Dans son nouveau livre, qui sera le sujet de notre rencontre aujourd'hui, Nature et préjugés, convier l'humanité dans l'histoire naturelle, aux éditions Actes Sud, actuellement en librairie, il nous explique toujours avec beaucoup de pédagogie, d'illustration et d'humour comment l'évolution est une autre solution pour l'avenir. De l'évolution, je ne savais pas grand-chose. Je savais que je partageais un ancêtre commun avec les bonobos et les chimpanzés, et donc une certaine empathie pour ces animaux incroyables, mais cela s'arrêtait là pour mon quotidien. Dans le livre, j'ai alors découvert en effet comment le principe d'évolution façonne notre monde en continu et comment il peut nous aider à être plus efficaces pour œuvrer à l'avenir.
Un livre passionnant donc pour celles et ceux qui aiment comprendre le monde. Quant à notre conférence, c'est plus de 350 personnes qui ont répondu à l'appel sans grande difficulté et qui se sont retrouvées dans ce gymnase du Beaujolais un soir d'hiver pour profiter de la magie de Marc-André Selosse. Je suis donc en joie de vous partager cet épisode que nous avons enregistré sur la belle terrasse de Marc-André Selosse, aux allures de forêt mais dont l'ambiance sonore, vous allez l'entendre, nous rappelle que nous sommes bien en plein cœur de Paris. Si l'épisode vous plaît, merci de penser à le partager, le commenter ou à vous abonner au podcast. Cela aide à faire connaître ce travail. Merci beaucoup. Et pour commencer, je laisse Marc-André Selosse se présenter. Oui, alors moi je m'appelle Marc-André Selosse, je suis professeur donc, du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. J'ai aussi une charge professorale à l'université de Gdansk en Pologne et Kunming en Chine. Et en fait, au-delà de la recherche que je mène sur les champignons du sol associés aux racines des plantes, comme la truffe par exemple, ou les cèpes, ou les girolles. Au-delà de cette recherche, j'ai ces dernières années, et c'est une des fonctions des professeurs du muséum d'ailleurs, de faire de la vulgarisation comme l'on dit au sens large, j'ai réalisé que dans l'accumulation de connaissances scientifiques, le facteur limitant n'était pas leur obtention. À l'heure actuelle, c'était plutôt leur diffusion à un public large, et notamment aux utilisateurs finaux que sont les citoyens. Et puis d'une façon générale, je pense qu'il y a des débats sociétaux, des crises environnementales et sanitaires aujourd'hui qu'on ne résoudra pas sans un peu plus de connaissance du vivant. Et c'est ça que j'essaie de transmettre, sachant que je ne pense pas qu'on sera sauvé que par les connaissances biologiques, mais qu'on ne sera pas sauvé sans connaissances biologiques. Merci beaucoup. Marc-André Selosse, du coup, vous venez de commencer à l'expliquer, vous êtes connu, moi je vous ai connu en tout cas pour diffuser et vulgariser vos travaux autour du sol, des micro-organismes et autres thématiques. Vous dispensez et participez à des centaines de conférences et événements partout en France chaque année. Et en échangeant avec votre public, alors vous me direz si j'ai bien compris l'introduction de votre livre, mais en échangeant avec votre public, vous entendez des phrases qui ne sont pas totalement fausses mais ni totalement justes. Et par manque de temps et parfois peut-être aussi, j'imagine, d'énergie en fin de conférence, vous préférez de pas trop rebondir dessus, mais du coup vous avez créé un livre passionnant qui reprend ces phrases entendues au détour de vos rencontres, que vous appelez des préjugés ou des mythes, et que vous explorez, précisez, complétez, clarifiez, transcendez sous forme d'essais de plusieurs dizaines de pages. Le livre est assez épais, on peut être impressionné à premier abord, mais une fois qu'on se plonge dedans, on est tout de suite embarqué à vos côtés. Il se dévore pour ceux qui aiment comprendre le monde et qui veulent, je cite, rafler des atouts pour demain. Voici ma première question pour vous, Marc-André Selosse. Vous commencez votre livre par le préjugé, le mythe, je cite, « La nature est bien faite ». Je me demandais s'il y avait une raison particulière pour que ce soit le début de votre livre. Est-ce qu'à croire que la nature est si bien faite, cela nous empêche de nous y intégrer, nous, humains, ou peut-être passer à l'action ou est-ce qu'il fallait bien commencer par quelque chose? Et pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter un ou deux points de pourquoi vous considérez cette phrase comme un mythe? Alors oui, c'est quelque chose, la nature est bien faite, c'est un espèce de mème assez banal. Mais en fait, quand on examine bien les choses, c'est pas complètement vrai, parce que le SARS-CoV-2, il est naturel, par exemple, le virus de la Covid. Donc il y a des tas de choses dans la nature qui sont pas si bien faites que ça. Et en réalité, quand on se demande qu'est-ce qu'il y a dans la nature, puisque la raison d'être dans la nature, c'est pas que ce soit bien ou bon, profitable. Enfin, c'est toujours utile à quelqu'un, je pense, mais c'est pas toujours utile à nous. Nos parasites, par exemple, sont très utiles à eux-mêmes, mais pas trop à nous. Quand on se demande finalement quelle est la raison d'être des choses dans la nature, on tombe très vite sur les lois de l'évolution, avec cette espèce de désastre qui est qu'il suffit de pouvoir faire des petits pour avoir des descendants, même si c'est pas utile pour d'autres espèces qui sont autour, et cet autre désastre qui est que les descendants d'aujourd'hui portent l'adaptation de leurs parents qui sont adaptés à hier. Donc des fois il y a des décalages. J'en cite pour l'homme, un certain nombre des gènes qui prédisposent à l'obésité par exemple, hier, ils étaient très favorables parce qu'ils permettaient de mettre en réserve dans un contexte de disette, sauf qu'aujourd'hui il n'y a plus de contexte de disette et que la mise en réserve devient nocive. Donc vous voyez, il y a à la fois le retour à cette logique évolutive et au fait qu'intrinsèquement, elle ne prédit que le succès de ceux qui peuvent se reproduire, et d'un autre côté, en réalité, elle donne des descendants qui sont adaptés aux conditions des ancêtres. C'est pas tout à fait... un ingénieur n'aurait pas pensé ça comme ça. Et commencer par cette idée reçue, c'est poser comme la mairie au milieu du village. C'est vraiment mettre au milieu du débat les lois de l'évolution qui vont courir dans tout le livre, parce que c'est un peu la règle du jeu du vivant. Et on s'aperçoit un peu plus loin dans le livre que plein de choses qui nous constituent sont le produit de cette évolution. Nous sommes nous-mêmes le produit d'une évolution biologique, nous-mêmes qui pensons l'avoir transcendée sous prétexte qu'on a une évolution culturelle.
La leçon, c'est qu'on a les deux et que la leçon biologique s'applique absolument à tout. Et donc, en commençant par l'âge, ça me permet en fait, d'un point de vue pédagogique, si j'ose employer ce mot par rapport à mes lecteurs, ça me permet de poser les règles de l'évolution biologique. Et d'ailleurs, tout de suite après, je montre que l'évolution culturelle, ça fonctionne pareil. Et après, je peux cheminer dans le livre en ayant comme outil l'évolution biologique et l'évolution culturelle qui nous façonnent et qui ne nous séparent en rien du monde naturel. Au contraire. Parfois, quand on regarde le monde, on peut vite penser que c'est fichu pour l'humain, qu'on n'y arrivera pas à maintenir des conditions viables pour les générations futures, qu'on est en train de tout dézinguer. Et il y a quelques jours, il y a un petit Basile qui a pointé le bout de son nez dans ma famille, et je me disais que lui, il aurait des chances de voir 2100. Peut-être même un 2100 qui frôle les plus 5 degrés, un des scénarios les plus pessimistes étudiés actuellement par les scientifiques de réchauffement planétaire. C'est le scénario si on ne change pas grand-chose. Et ce que j'aime avec vous, Marc-André Sellos, c'est que dans chacun de vos contenus, vous arrivez avec des solutions. Et ça fait du bien. Jusqu'à présent, vous expliquez comment le sol a non seulement façonné nos sociétés, mais également une des solutions sérieuses et concrètes pour l'avenir. Puits de carbone, châteaux d'eau, fertilisants naturels de nos parcelles agricoles et de nos océans. Je laisse les auditeurs découvrir tout cela via vos nombreux livres et conférences. Et aujourd'hui, avec votre dernier livre, on rappelle le titre « Nature et préjugés, convier l'humanité dans l'histoire naturelle », vous dites, page 89, « Bien comprendre et anticiper l'évolution est une des clés d'efficacité de notre action dans le monde ». Et vous complétez, « L'évolution biologique est plus qu'un vague décor général, mais réellement un outil potentiel pour le futur ». L'évolution est donc une solution. Après lecture de votre livre, cela me semble maintenant assez clair, mais j'aurais entendu ces mots il y a un mois, je n'aurais rien compris. Alors j'avais envie de parler de cette solution avec vous ce matin. Vous avez commencé à en parler, mais on va continuer à explorer ces notions. Pouvez-vous nous expliquer du coup ce que sont l'évolution biologique, culturelle et bioculturelle, avec un exemple de chaque peut-être ? D'accord. Oui, parce qu'en m'entendant répondre précédemment, les gens se sont peut-être dit « Tiens, encore un cours sur l'évolution ». Mais non, en réalité, le cours qui manque, c'est celui qui montre que c'est vissé dans ta vie et que si tu le prends pas en main, c'est une fatalité pour ta survie. En fait, ici, il y a un petit Léon qui a pointé son nez il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans. Et c'est vrai qu'on a tous envie que nos enfants vivent dans des conditions décentes. Et il faut vraiment s'inscrire dans le temps. Et s'inscrire dans le temps, c'est pas juste faire des projets comme ça sur un coin de table. C'est comprendre en fait quelles sont les règles du temps. Or, le maître du temps, c'est l'évolution. Alors, l'évolution biologique, nous en sommes le produit. On peut donner plusieurs exemples, en particulier chaque fois que l'humanité est montée un petit peu en latitude, vers le sud ou vers le nord, elle a blanchi, elle a pâli, à partir d'une peau très noire sous les tropiques. Ça, c'est l'adaptation à l'intensité lumineuse. Sous les tropiques, si on n'a pas beaucoup de mélanine dans la peau, les UV rentrent, c'est cancérigène, c'est pas bon. D'ailleurs, les anglo-saxons qui vivent en Australie et qui ont la peau moins foncée que les aborigènes, ils ont un risque de cancer de la peau accru de 3 ou 4 fois. Bon. Après, quand on monte au nord, il y a moins besoin de se protéger de la lumière. Et au contraire, si la peau est trop noire, les UV ne rentrent pas assez. Or, il faut qu'il rentre un peu d'UV pour synthétiser de la vitamine D. Et donc, une peau plus claire est plus adaptée à avoir des niveaux corrects de vitamine D, qui est une vitamine très importante pour plein de choses, notamment la mise en place des tissus osseux, donc l'ossification. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les Afro-Américains sont en déficit de vitamine D et on leur administre, alors s'ils en ont les moyens, ils se font administrer la vitamine D en gros leur concentration de vitamine D est 2 à 3 fois inférieure à ce qu'elle devrait être idéalement, même si on ne connaît pas bien l'idéal. En tout cas, pour la vitamine D, ce qui est certain, c'est que une peau trop noire au nord, c'est pas bon. Donc nous-mêmes, nos couleurs de peau sont finalement adaptatives. Bon. Après, notre évolution n'est bien sûr pas que biologique. Ce livre n'est pas réductionniste. Il appelle au contraire à synthétiser des disciplines différentes et des approches différentes. Et nous avons une évolution culturelle. Et cette évolution culturelle fonctionne comme l'évolution biologique. Il y a des essais et on garde ce qui marche. Alors, je simplifie parce qu'il y a quelques autres petites règles que j'explique dans le livre, mais qui sont les mêmes pour l'évolution biologique et l'évolution culturelle. Mais l'idée, c'est que quand on a un truc qui marche, on l'enseigne à la génération suivante. Mais souvent, la génération suivante, elle comprend pas bien, elle refait pas bien, elle tente des choses nouvelles. C'est l'équivalent de la mutation en biologie où, bien sûr, vous transmettez vos gènes à la génération suivante, mais il peut y avoir des mutations qui font que l'information, elle peut changer. Et puis ces mutations ou ces variantes culturelles, elles sont testées finalement. Puis si elles font plus de descendants, elles restent. Si elles n'aident pas à faire plus de descendants, elles régressent. C'est la même règle de sélection qui s'applique.
Puis il y a aussi, mais là je fais le teasing, un autre phénomène très important qui est la dérive, mais qui existe aussi bien dans l'évolution culturelle que dans l'évolution biologique. Bref, c'est toujours la même chose, c'est reproduit mais avec des variations, et sur ces variations il peut y avoir une sélection qui s'opère. Et c'est un processus continu. Dans tous les cas, on est tout le temps obligé d'évoluer. Biologiquement, on est obligé d'évoluer pour s'adapter à ses prédateurs, à ses parasites, par exemple, ou au changement du milieu. Et culturellement, on est obligé de s'adapter pour évoluer par rapport aux autres. Regardez, aujourd'hui, on a des pays avec lesquels on est en compétition, des pays avec lesquels on est en guerre. On est obligé de faire évoluer notre sécurité informatique, on est obligé de faire évoluer nos pratiques économiques, on est obligé de faire évoluer nos lois. Voilà. Et donc, en fait, ces deux évolutions sont un impératif perpétuel. Et il faut le comprendre. Mais surtout, il y a aussi des dimensions bioculturelles, au sens où parfois notre évolution culturelle influence notre évolution biologique. Pourquoi dans les pays où on boit du lait, les adultes digèrent-ils le lait ? Parce qu'en général, chez les mammifères, la capacité à digérer le lactose, qui est le sucre du lait, elle disparaît avec l'âge, elle disparaît au sevrage, et ça évite d'ailleurs que les adultes rentrent en compétition avec les plus petits pour le lait. Bon. Ceci étant posé, nous, on traite des vaches et ça a sélectionné, ça a donné un avantage à ceux qui, par hasard, digéraient le lait à l'âge adulte. Et donc, chez nous, on est à 60-70% de gens qui digèrent le lait à l'âge adulte. Ça va jusqu'à 80% en Suède. Alors que vous allez en Chine, c'est 0. Vous allez en Amérique, les Amérindiens, c'est 15-20%. C'est un peu par hasard et ça ne leur sert pas à grand-chose. Donc, notre évolution culturelle met en place des phénomènes, des choses qui entraînent des adaptations biologiques. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on avance aujourd'hui sans trop de regard ouvert là-dessus. Par exemple, quand on met des nouvelles molécules chimiques dans notre environnement, que ce soit des stabilisants de parfum, des pesticides ou des édulcorants dans nos aliments, est-ce qu'on y est adapté ? Et la réponse est non. On a vu augmenter les cancers pédiatriques, les cancers des enfants, qui sont vraiment des preuves de la toxicité du milieu, parce que les cancers, c'est des trucs c'est des mutations qui se produisent avec l'âge. Bon. Mais pour les jeunes, le taux de cancer devrait être assez stable et plutôt réduit. On l'a vu augmenter de 40% en France depuis les années 70. Ça veut dire qu'on est dans un environnement auquel on n'est plus adapté. Et inversement, l'évolution peut être une solution. Regardez, la trithérapie, par exemple, c'est donner 3 drogues aux gens qui sont atteints du virus du sida. Pourquoi ? Parce que la probabilité qu'un petit virus porte les 3 mutations à la fois qui lui permettent d'éviter les 3 drogues, elle est tellement petite que ça n'arrive jamais. Voilà une application positive des lois de l'évolution. Et pourquoi on n'arrive pas à faire ça quand on parle de pesticides ou dans nos vies quotidiennes ? Pourquoi on est submergé par la résistance aux antibiotiques, par exemple, qui est juste que les microbes, ils ont évolué pour résister ? C'est parce qu'en fait, on n'a pas utilisé les antibiotiques en appliquant des lois de l'évolution pour empêcher que les résistances n'émergent. Voilà, il y a un outil. Ouais. J'aimerais juste rester quelques instants sur cette évolution bioculturelle. Donc là, vous avez parlé de cette adaptation au lait de par notre culture. Donc là, ça a mis entre 5000 et 7000 ans pour que la biologie s'adapte à cette culture. Et c'est probablement une de nos évolutions les plus rapides. Ah oui, voilà. Mais vous dites aussi dans le livre que ça peut être très rapide aussi. Par exemple, avec des grandes pestes, il y a 50% de morts dans les populations. Et c'est pas au hasard. Certains ont des gènes qui les rendent sensibles à la grande peste. Et on a des preuves, quand on déterre les cadavres, qu'il y a des types génétiques qui étaient là avant, qui ne sont absolument plus là après. Voilà, donc ça a trié le gène qui était particulièrement sensible à la peste. Et du coup, ce qui est intéressant... Et vous voyez, ça, c'est encore un moment où la nature n'est pas bien faite. C'est pas bien. Personne ne peut penser que c'était bien, cette histoire. Oui, il y a eu une sélection. Alors, si vous regardez ça naïvement après, vous dites « Ah on est plutôt résistant à la peste. » Oui, mais enfin, ceux qui sont partis n'ont pas dû trouver que la nature était bien faite. Hein. Ouais. Donc, juste pour synthétiser, vous me dites si j'ai bien compris, mais du coup, l'évolution biologique et culturelle fonctionne pareil. Il y a une diversité à un moment donné, il y a une sélection de par la sélection naturelle, une reproduction-transmission, soit par les gènes, soit par les informations, et qui recrée une diversité. Elle est imparfaite, donc elle recrée une diversité un peu différente qui va être triée de nouveau. Qui va retrier. Ça n'arrête pas. Et donc, il y a des pertes continuellement. Vous écrivez, page 45, « Le hasard propose, la sélection dispose en continu. Rien n'est bien fait par nature. » Donc, on revient à cette notion de la nature n'est pas forcément très bien faite. J'avais envie de donner un autre exemple. Vous avez parlé du lait, l'adaptation à notre consommation de lait. Dans le livre aussi, vous donnez de nombreux autres exemples. On découvre, par exemple, comment la découverte du feu a façonné notre biologie jusqu'à notre cerveau. C'est passionnant, donc je vous invite tous à lire le livre. J'avais envie de parler des sardines, c'est un autre exemple que je trouve assez parlant sur à quel point notre culture, nos façons d'œuvrer sur le monde peut sélectionner des gènes, notamment dans le cas des sardines, le gène du nanisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est ? Oui, alors ça effectivement c'est un truc intéressant. On a avec les sardines un bon exemple de ce qui se passe quand on rejette les petits. Vous savez, tout le monde a la pêche.
il dit voilà, il y a des tailles minimum, il faut prendre que les plus grands. Et ça permet de garder les petits pour qu'ils grandissent et qu'ils redonnent des grands. Ça, c'est très naïf évolutivement. Mais vous savez qu'il y a des réglementations pour ça. Par exemple, l'écartement des tailles des râteaux pour ratisser les coques permet de ne pas prendre les plus petites. Mais qu'est-ce qui se passe ? En gros, si jamais il y a des nains génétiques, ils ne sont pas ramassés alors qu'ils sont fertiles. Ils ont un avantage reproductif, c'est qu'ils continuent à se reproduire sans risquer d'être pêchés. Et ça, en particulier, ces 10 dernières années, les sardines de 1 an sont passées de 13 à 10 cm dans le golfe du Lion et de 18 à 14 cm dans le golfe de Gascogne. Parce que, en fait, alors, il y a aussi le fait qu'il y a des apports de nutriments qui ont baissé, pour être très honnête. Oui. Et donc, elles se développent moins facilement parce qu'avec les barrages, les rivières livrent moins de sels minéraux aux océans. Bon. Mais il y a quand même une preuve, des preuves très claires qu'il y a des traits génétiques de nanisme qui sont sélectionnés quand on prend que les grands. Et ce qu'il faut, c'est pas prendre que les grands. Il faut trouver une façon de taper dans toute la population pour à la fois ne pas sélectionner le nanisme et à la fois, bien sûr, ne pas enrayer la population, ne pas pêcher tous les petits et ne plus avoir d'adultes après. Et vous voyez, typiquement, on a là une réglementation et une façon de croire savoir comment bien faire qui est très répandue. On ne pêche pas les petits, on pêche que les plus gros. Et en fait, à long terme, ça ne marche pas. Oui, c'est un exemple, ça part d'une bonne intention, mais finalement, par méconnaissance de ce principe d'évolution, on fait presque plus de mal que... Oui, que l'évolution, c'est pas un décor. C'est un outil si on veut un avenir. Passionnant. Alors, vous avez commencé à en parler avec cette trithérapie pour le sida, mais du coup, vous considérez cette évolution biologique comme une belle au bois dormant. C'est une expression que vous utilisez beaucoup et que je trouve très parlante. Est-ce que vous pouvez nous donner un autre exemple, peut-être avec l'agriculture ? J'ai vu un exemple d'agriculture du riz où le fait de prendre en compte cette évolution des ravageurs permet d'optimiser les cultures. L'exemple du riz, non, mais on peut prendre l'exemple du riz, mais il est intéressant parce qu'il est empirique en fait. Oui. Un peu comme la trithérapie d'ailleurs, qui n'est pas du tout raisonnée par rapport à l'évolution, mais qui arrive comme ça. Mais ça ressemble beaucoup à la trithérapie. L'idée, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait dans des endroits du sud de la Chine, dans le Yuanyang, des endroits où il y avait des rizicultures depuis 5 millénaires, avec des productions de 7 à 10 tonnes par hectare de riz, donc c'est tout à fait dans la moyenne tropicale. Et en fait, on n'utilise pas de pesticides là-bas. Alors même que comme on est dans un des creusets historiques de culture du riz, les pathogènes, ils ont le temps de s'installer. Et quand on analyse la façon dont font les agriculteurs, ils sèment des champs avec... Donc bien sûr, ils n'ont pas les variétés modernes, donc c'est génétiquement diversifié. En plus, ils s'échangent des graines et ils ressèment les graines que les autres leur ont données. Bref, ils ont des champs hyper divers. Dans un champ génétiquement hyper divers, un parasite qui réussit sur un pied, comme ceux autour sont différents, il va soit pas réussir, soit réussir moins bien, et quand il va passer au 3e pied voisin, ça va être encore différent. En gros, celui qui peut réussir partout n'existe pas parce que la règle du jeu change quand on change de pied. Alors vous allez me dire, oui, mais nous, on a des variétés qui marchent quand même, qui sont d'une efficacité redoutable, avec notamment des maturités des grains qui sont synchrones. Du coup, quand on récolte, on n'en a pas qui ont déjà perdu leurs grains ou d'autres qui ne les ont pas encore mûris. Bon, ok, c'est simple, et ça a été étudié par l'INRA, alors maintenant ce qu'on appelle maintenant l'INRAE, depuis une 30aine d'années à Versailles. Il suffit de mélanger des variétés qu'on dit élites, ces variétés modernes qui marchent si bien, on les mélange sur la base de profils de résistance aux pathogènes différents. Et effectivement, on voit très bien que les pathogènes, ils peinent à s'installer et que du coup, on a moins besoin ou pas besoin de pesticides. Et alors, avec un petit détail supplémentaire, c'est que non seulement du coup, on n'a pas ces pesticides qui sont extrêmement toxiques, pour nous aussi, parce que quelque part, c'est toxique pour tout le monde, juste la dose est plus toxique pour nos adversaires que pour nous. Mais en plus... les résistances n'émergent pas parce que on les utilise moins, donc on peut en fait en utiliser moins. D'où des économies de coûts et de toxicité. Je ne dis pas qu'on se passera complètement des pesticides. Ce que je dis, c'est qu'il faut créer des paysages végétaux où ça ne se propage pas. Une autre façon d'ailleurs que ça ne se propage pas, c'est de mettre des haies. Et ça, on ne réalise pas que les haies, c'est créer un paysage où l'adaptation a des pas évolutifs assez courts. Le développement du parasite dans une saison de végétation, mais il y a quand même de l'évolution puisqu'il se reproduit. Les haies sont une façon de bloquer les propagations des organismes. On compte que ça réduit de 88% l'arrivée des bioagresseurs. Ah oui, ok. Voilà, donc en fait, il y a des applications concrètes, il y a une façon de penser différente à acquérir. Et quand je dis que c'est une belle au bois dormant, il y a non seulement finalement l'idée de renvoyer à des imaginaires de l'enfance, à des choses comme ça, il n'y a pas qu'un artifice de style, il y a que... En fait, c'est évident, c'est même déjà étudié, mais on n'y pense tellement pas que
même quand ça a été un petit peu montré et travaillé, on ne reprend pas les travaux de la recherche. Et je crois que les mélanges de céréales ne sont pratiqués que sur 4% de la céréaliculture en France. C'est dérisoire. Passionnant. Moi, je viens du Beaujolais, donc je suis entourée de vignes. Et dans votre livre et dans la conférence que vous aviez faite chez nous, vous parliez des restes durs. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ces alors oui, durs. bon, la viticulture en France, elle a bien du mal à défendre une vigne qui n'évolue pas, puisqu'on greffe, c'est la même vigne. Il y a même, pour le savagnin, 900 ans d'histoire de savagnin. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des pépins il y a 900 ans. Génétiquement, c'est du savagnin. Donc on a des cépages qui ne changent pas, et alors là, c'est une cible immobile. Pour l'adaptation des microbes, c'est parfait. Le bilan, c'est qu'avec 3% de la surface agricole en France, la viticulture utilise entre 18, selon la profession, et 20, selon d'autres sources, de tous les intrants en France. Et c'est à 80% des fongicides et des insecticides. Il y a même des chiffres dans l'INSERM qui montrent que si autour de chez vous, dans un rayon d'1 kilomètre, vous avez 10% de vignes en plus, vous augmentez votre risque de leucémie de 10%. Ça veut dire qu'en fait, il y a bien une toxicité, même pour les riverains. Alors, il ne s'agit pas de ne pas faire de vin, mais aujourd'hui, l'INRAE a développé... Alors, j'ai l'air de faire... Depuis tout à l'heure, je parle beaucoup de l'INRAE. Moi, je n'ai pas de conflit d'intérêt, je travaille au muséum. Mais il y a quand même des équipes qui ont fait des trucs absolument géniaux. Il y a Colmar en particulier. À l'INRAE de Colmar, ils ont développé ces cépages, les restes durs, pour résistance durable. Durable au sens évolutif. Ça veut dire qu'en fait, ils ont croisé avec des vignes américaines résistantes à l'oïdium et au mildiou, les deux gros problèmes de la vigne. Qui viennent d'Amérique, c'est ça. Qui viennent d'Amérique et auxquels les vignes européennes sont sensibles, pas de chance. Là-bas, par contre, évidemment, les vignes qui ont survécu sont résistantes, ou en tout cas développent très peu de symptômes. En l'occurrence, on a croisé des vignes, différentes espèces de vignes américaines entre elles et à de la vigne européenne, à nos bons vieux cépages, en vérifiant qu'un certain nombre de gènes de résistance, au moins 2 pour le mildiou et au moins 2 pour l'oïdium, sont bien présents. Et puis après, on recroise avec de la vigne européenne pour récupérer toutes les qualités organoleptiques, le goût, l'odeur, la couleur de l'Europe, en vérifiant toujours génétiquement que les gènes de résistance sont là. On aboutit à des cépages qui ont en gros 2% de gènes d'origine américaine et qui pour le reste font des vins tout à fait corrects et sont tout à fait intéressants. Bien qu'aujourd'hui, il faille leur trouver un terroir, ils ont un intérêt, c'est qu'ils ne demandent plus de traitement. On réduit de 7 à 10 fois le nombre de traitements. Ça veut dire que c'est 7 à 10 fois moins cher, 7 à 10 fois moins toxique, 7 à 10 fois moins de tassement du sol par passage des engins. Et cette réduction de coûts et de temps, elle montre qu'on peut cocher plusieurs cases. Alors évidemment, aujourd'hui, on me dit oui, mais ils ne sont pas aussi bons que le Pinot en Bourgogne, ou le Chardonnay en Bourgogne, ou le Merlot à Bordeaux. Alors moi, je veux faire remarquer que Bordeaux a acquis ses lettres de noblesse à une époque où on avait un encépagement énorme en Malbec qui a plus du tout. Donc je pense qu'il y a plusieurs cépages pour réussir un nombre donné. Et par contre, je pense qu'il va falloir changer de cépage parce qu'avec le changement climatique, on voit très bien, notamment en ce moment en Languedoc-Roussillon, on voit souffrir la vigne et il va falloir l'adapter au changement climatique. Et c'est le moment de l'adapter en prenant non seulement ce qui pousse bien et bellement, au sens de l'arôme, mais aussi ce qui est résistant, de façon à réduire l'usage des pesticides. Et ces résistances-là, comme il y a plusieurs gènes, on retrouve la logique de la trithérapie, il faut qu'un parasite donné ait plusieurs résistances, plusieurs gènes modifiés, plusieurs mutations à la fois. Et ça, c'est tellement improbable que ça ne se produit pas. Ces résistances dites durables, ces cépages comme Voltis, Floréal, Artaban, ils sont l'incarnation d'une logique évolutive, d'une pensée évolutive dans l'action. C'est moins cher, c'est meilleur pour les sols, c'est meilleur pour la santé. Mais que veut-on d'autre ? Alors il est temps de réveiller la belle au bois dormant et de se secouer les puces. Parce que en fait, c'est ça qui est important. C'est que dans ce livre, je souligne des problèmes de compréhension, des problèmes d'action. Mais en fait, en creux, si vous renversez la chose, il y a des solutions. Et comme dit Jérôme Barkhoff, c'est un grand anthropologue canadien, la biologie est une fatalité que si on l'ignore. Si on l'ignore, c'est une source de problème. C'est le cas actuellement. Si on la prend en main, notamment dans sa dimension évolutive, si on la prend en main, bien effectivement, là, on a des solutions pour l'avenir. Oui, ce qu'on apprend dans le livre aussi, c'est qu'on est Homo sapiens, mais on aurait encore 2% de gènes néandertaliens. Et donc, vous dites, le métissage est le propre du vivant. Et donc, c'est vrai que
est-ce que si nos vignes avaient 2% de gènes américains, ce serait si grave? Mais alors du coup, ça pose le problème des OGM. Jusqu'à présent, moi j'étais un peu contre les OGM, je signais toutes les pétitions qui poussaient ces projets-là. Du coup, on comprend que c'est pas si mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des OGM? Alors, bon, je peux parler des OGM dans le bouquin, mais il m'est arrivé de livrer mon opinion, notamment d'un reporter. Honnêtement, là par contre, j'ai des réticences. Pourquoi ? Parce que le métissage est toujours une solution. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse avant d'arriver aux OGM sur l'aspect culturel. On est des métis culturels aussi, dans l'évolution culturelle aussi, le métissage est souvent une solution. Et en tout cas, c'est souvent ce qui reste au bout de quelques temps. Maintenant, revenons à la question de savoir si finalement les OGM ne sont pas une forme de métissage. Rappelons que les organismes génétiquement modifiés, on prend un gène dans une espèce, on le met dans l'autre. Donc là, les vignes, c'est pas des OGM? Ah bah non, c'est des croisements, c'est du sexe. Ah bah oui, c'est de la pollinisation. Donc j'avais pas compris. Mais alors en fait, vous voyez, c'est vachement intéressant parce que ça veut dire qu'il faut absolument que je vérifie dans le texte que c'est absolument clair. Non mais on est au cœur d'ailleurs de la fabrique du livre. Le livre, il est fait de réactions de gens, de questions de gens. Et là, ce que vous me dites, il faut surtout pas l'enlever au montage. On est dans la fabrique du livre. Ça veut dire qu'il faut que j'aille bien vérifier que c'est clair. C'est du croisement sexuel. D'accord, on n'a pas pris des gènes. C'est de l'hybridation. D'accord. Voilà, comme vous pouvez hybrider des roses ou des canards de Barbarie avec des canards de chez nous. Vous y êtes ? D'accord. Donc, non, là, c'est du sexe. D'accord. Et c'est pas des OGM. Les OGM, c'est que vous introduisez par des méthodes de laboratoire un gène dans le génome d'une autre espèce. Et en fait, pour faire court, il se passe deux choses. La première, c'est que vous êtes capable d'importer des gènes de beaucoup plus loin que vous ne pouvez le faire en faisant des croisements, parce qu'en faisant des croisements, il faut que ça marche. Donc c'est souvent des espèces proches. En l'occurrence, pour les résidus, on croisait des vignes. Là, vous pourriez introduire dans la vigne des gènes de résistance à, par exemple, au stress hydrique venu du céleri. Ok, d'accord. Quand vous faites ça, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que contre ce que disent les gens qui pratiquent les OGM, il y a des dégâts collatéraux. Même avec CRISPR-Cas, les fameux ciseaux moléculaires qui sont si bien, on s'aperçoit, il y a de très bons articles dans Cell qui montrent que, notamment quand on fait ça dans les cellules humaines, les ciseaux coupent à l'endroit voulu, le gène s'ajoute à l'endroit voulu. Alors là, tout est bien, mais il coupe ailleurs, il y a des coupures dans l'ADN qui ne sont pas résolues, et ça, c'est de la graine de cancer, c'est de la graine de perte de gènes. Donc, en fait, c'est pas si bien foutu que ça. Okay. Et la deuxième chose, c'est que, alors, non seulement c'est pas aussi bien foutu parce qu'il y a des restes de travaux, mais souvent, un trait ne marche pas que sur un gène. Il marche sur plusieurs gènes, ou alors sur un gène dans un fond génétique, avec un mélange d'autres formes génétiques ailleurs dans le génome qui l'aident à fonctionner bien. Ça, on peut l'obtenir quand on fait de la sélection sexuelle, c'est-à-dire sur des descendants, on sélectionne ceux qui marchent le mieux. Quand on introduit un gène brutalement, on n'a pas cette espèce de fignolage qui est la carcasse génétique autour. Bon, ça c'est un peu technique, mais ça veut dire que finalement les OGM, c'est pas si parfait que ça. Mais surtout quand on lâche des trucs qui ont des propriétés génétiques venues de la Lune, dans le milieu, on ne sait pas ce que ça va faire. Et souvent, ces gènes, on va les retrouver dans les populations naturelles, on prend des risques, en fait. Et en fait, il faut voir les OGM comme des montages à la Frankenstein. Frankenstein, on remet plein de morceaux d'individus différents ensemble avec des coutures hideuses et ça ne marche pas très bien. Alors que si vous faites du sexe, c'est ce qu'a fait la nature de tout temps, et là, vous faites des descendants que vous pouvez trier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui seront dangereux. Hein, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on dit. On dit juste qu'on peut faire un montage génétique plus fin, d'accord, et on peut trier les descendants beaucoup plus facilement. Passionnant. Voilà. Donc moi, je ne suis pas pour les OGM et je ne suis pas non plus pour cette espèce de faux nez et de fausse barbe que représente le fait pour ce qu'on appelle les NBT. Et je ne veux même pas savoir ce que ça veut dire, NBT, les nouvelles méthodes pour obtenir des transformations génétiques, pour importer des gènes venus de l'extérieur. On ne voudrait pas les appeler des OGM, on voudrait les appeler des NBT et leur donner une régulation et une législation propre. Moi je dis ce sont des OGM de seconde génération et la législation des OGM doit continuer à s'appliquer à eux parce qu'il y a des risques écologiques. Et ça, c'est l'autre dimension qu'on ne prend pas assez en compte. Parce qu'on a beaucoup parlé d'évolution, mais aussi moi, j'essaie de redéplier l'humanité dans le temps avec l'évolution, mais j'essaie aussi de la redéplier dans l'espace. Il y a tous ces liens, ces conséquences. Quand on fait quelque chose dans une espèce, elle est liée à plein d'autres espèces, à plusieurs milieux, ça modifie ces milieux, ça modifie ces espèces, ça modifie le fonctionnement. Il faut comprendre qu'une solution ne vaut
que conçu dans la nature. Quand on bidouille au laboratoire des plantes ou des animaux qu'on va remettre dans des écosystèmes, je suis désolé, il faut aussi une compétence écologique pour faire ça. Ça ne peut pas être qu'une compétence génétique. Et on a tendance à oublier les conséquences écologiques de ce qu'on fait. Et ça fait la crise environnementale où on est, et il faudrait arrêter de penser la solution au laboratoire, il faut la penser dans la nature, on a besoin d'une expertise écologique. L'homme, il est lié à des écosystèmes, à un moment donné, il est dans un réseau de dépendance et de conséquences de ses actes qu'il a bien du mal à prendre en compte. Quand vous achetez au supermarché, vous ignorez largement les conséquences écologiques de chacun de vos achats, vous ignorez largement ce que vous cautionnez, ce que vous sélectionnez culturellement en termes d'outils de production et de moyens de production en achetant tel ou tel produit. Et ça, on ne peut pas continuer. Il y a un essai passionnant justement sur ces dépendances, ces interdépendances qu'on a en tant qu'humain. Ce chapitre est passionnant, je renvoie au livre pour cela. Merci beaucoup. Il y avait un autre terme qui m'interpelle et vous en parlez dans votre livre, donc j'avais envie d'avoir votre avis dessus. Dans votre livre, du coup, le parallèle biologie-culturel permet d'introduire la compensation écologique, la compensation carbone, que nous avons tendance à utiliser à tout va pour justifier de la destruction. Pour prendre un petit exemple, on tentait de nous rassurer que la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres serait entièrement compensée d'un point de vue carbone et que les arbres seraient tous replantés. Pipo. On est vachement rassurés. Pipo. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette notion de compensation carbone qu'il faudrait utiliser quand même avec précaution ? D'abord, il faut comprendre qu'un vieil écosystème qui a recruté plein d'espèces, où se sont mis en place plein de fonctions écologiques, purification de l'eau, abriter des organismes qui régulent les populations, par exemple de parasites. Un vieil écosystème ne peut pas être remplacé par un jeune. C'est un truc, moi, qui m'hallucine, c'est qu'en France, nos impôts subventionnent la plantation de 3000 km de haies. On sait très bien que des jeunes haies, elles vont mettre plusieurs dizaines d'années à fonctionner aussi bien que les vieilles haies dont on arrache 25 000 km par an. Donc la compensation, il y a ce mythe de croire qu'une zone humide, c'est un trou avec de l'eau dedans. Désolé, hein. Mais bon. Une tasse remplie d'eau, c'est pas une zone humide. Or, une jeune zone humide, c'est une tasse remplie d'eau. Ou une bassine d'ailleurs. Alors, l'autre chose, c'est que, effectivement, si on fait le parallèle, les produits de l'évolution biologique, c'est la biodiversité. La biodiversité, elle est produite par des années d'évolution. Et le produit de l'évolution biologique, c'est un patrimoine qu'on appelle la biodiversité. Le produit de l'évolution culturelle, c'est le patrimoine culturel. Voilà. Alors maintenant, regardons les choses. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de quelqu'un de démolir Versailles et de faire de la compensation culturelle ? C'est-à-dire de reconstruire un autre Versailles ailleurs. Non mais interrogez-vous. C'est exactement ce qu'on fait quand on fait de la compensation écologique. Et moi je pense que, il y a sans doute des fois où il faudra faire de la compensation. Le problème n'est pas de ne pas en faire, mais de comprendre ce que ça a d'insupportable et de pas fonctionnel, parce qu'on ne fait pas de la compensation culturelle. On ne détruit pas un château fort médiéval ou une église romane en disant mais non, attendez, on va faire la même un peu plus loin. Non. Et donc à un moment, faut ouvrir les yeux, quoi. Or, nous, on est construit ainsi qu'on a une prééminence du culturel sur le biologique. Voilà, disons-le. C'est peut-être pas d'ailleurs assez bien dit dans le livre, ça. On ne touche pas aux produits du patrimoine culturel, mais aux produits du patrimoine biologique, on peut, c'est plus accepté. Et ça, c'est ce qui nous tue. Mais vraiment, parce qu'on finit par créer une nature où on fonctionne plus aussi bien qu'avant. Et je citais. C'est 40% de cancer pédiatrique en plus depuis les années 70. Vous voulez que je vous dise aussi, c'est 60% de spermatozoïdes en moins depuis les années 70. Alors ça rend pas les hommes infertiles. Par contre, au niveau de la fertilité féminine, on a bonne raison de penser qu'elle baisse. On sait qu'elle baisse de fait parce que les femmes font des enfants de plus en plus tard. Et à mon sens, elles en ont le droit. Je suis pas en train de critiquer ça. Donc on sait que comme la fertilité baisse à partir de l'âge de 22 ans, c'est normal que les femmes soient moins fertiles en Europe. Après, il s'y mélange à la fois l'effet de l'âge et l'effet de la toxicité du milieu. C'est dur à démêler, mais pour les hommes, la réduction du nombre de spermatozoïdes, c'est un coup près. C'est une preuve de la toxicité du milieu. Et il reste encore assez de spermatozoïdes pour faire des petits. Mais en fait, on est vraiment en train de bousiller notre patrimoine de biodiversité à un point où on n'a plus trop de place dedans parce qu'on est tellement dépendant de ça en fait sans s'en rendre compte qu'on commence à aller mal. Aujourd'hui, quand vous plantez du cassis en Bourgogne, vous avez intérêt à ne pas mettre de pesticides. Pourquoi ? Parce que vous aurez plus de parasites, mais vous aurez plus de pollinisateurs, donc vous ferez autant ou plus de cassis à moindre coût. Aujourd'hui, on pense que la production de cassis, de fruits
faute de pollinisateurs en Bourgogne, a été divisé par 4. Voilà, l'idée c'est qu'on rentre dans la zone où en fait ça marche plus sans ce patrimoine. Alors, ça marcherait encore sans Versailles, d'accord ? Passionnant. Alors je ne suis pas pour détruire Versailles, Oui. mais je suis pour versailliser notre patrimoine biologique. Ouais, superbe. Alors, nous venons de le voir, le principe d'évolution crée de la biodiversité, que la sélection trie ensuite. Hier, je suis allée revisiter le musée d'histoire naturelle que je n'avais pas visité depuis un certain temps, et notamment la grande galerie de l'évolution. Et c'est une ode à cette biodiversité. Ce musée est magnifique. Et on pourrait croire que la biodiversité est belle et vouloir la protéger pour sa beauté. Et pourtant, dans une de vos conférences, vous dites la biodiversité n'est ni belle ni bonne pour l'humain. Donc ça revient un peu dans cette nature n'est pas parfaite. Pas forcément bien faite, oui. Donc vous aviez parlé du Covid-19, on peut parler du virus du sida ou des maladies infectieuses en général, on s'en passerait bien, c'est vrai. Ou des plantes invasives, ou de tous les parasites des cultures. Aujourd'hui, les gens, pour parler bien, une sorte de wokisme botanique qui dit « Ah, on ne peut pas parler de mauvaises herbes ». Oh putain, quand on a son champ envahi de d'amarante et que le blé pousse plus, bon, on peut ne pas l'appeler mauvaise, mais c'est pas une bonne nouvelle pour autant. Ouais. Mais du coup, j'ai du mal à me positionner. Du coup, j'avais envie de votre avis. Pouvez-vous nous expliquer en premier temps pourquoi on doit protéger cette biodiversité, vu qu'on voit qu'elle est quand même nécessaire, mais elle n'est pas si bonne que ça, et pourquoi l'érosion actuelle de la biodiversité est peut-être dangereuse pour l'humain? Alors, je veux bien qu'on en reparle un petit peu, c'est important, je pense. Alors oui, ça paraît un peu antagoniste tout ça, mais l'idée c'est que, et je le dis bien dans le livre, la biodiversité c'est pas une statue, c'est un truc qui est en évolution perpétuelle, ça bouge tout le temps, et c'est à nous de favoriser des trajectoires qui nous permettent de vivre dans de bonnes conditions, c'est-à-dire à la fois qui défavorisent les trucs qui sont trop dangereux pour nous, on va se vacciner par exemple, ce qui condamne à ne pas avoir beaucoup de descendants certains pathogènes, au point que la variole, si ce n'est dans quelques laboratoires militaires, c'est terminé depuis les années 80, il n'y a plus de variole. Bon, donc vous voyez, le but c'est pas de dire bêtement, non, la variole c'est la biodiversité, on va continuer à être malade de la variole. Bon, non, faut pas être débile. Il faut organiser une trajectoire où, effectivement, on minimise les indésirables. Okay. Notamment les indésirables des cultures, par exemple, mauvaises herbes ou pathogènes. Bon. D'un autre côté, il ne faut pas se priver de ceux qui sont utiles. Il ne faut pas se leurrer. Il y en a des milliers autour de nous qui font des petits boulots, qui purifient l'eau dans les sols, qui transforment l'azote atmosphérique en azote utilisable par les plantes, qui attaquent les roches pour libérer du phosphate, du potassium. Tous ces trucs-là, ils sont vachement importants parce que notre azote, notre phosphate, notre potassium dans notre organisme, ça vient de l'activité de ces micro-organismes-là. Je prends cet exemple, mais on pourrait en prendre plein d'autres. Là, je parlais d'activités qui ont lieu au cœur des sols et qui nourrissent les plantes, et de là l'humanité. Mais en fait, on repose sur une biodiversité qui construit le monde tel qu'il est. Il faut comprendre que la Terre, elle a été terraformée. La terraformation, c'est un concept de livre de science-fiction où Zorglub et Barnabé, en 2740, arrivent sur une planète et ils lancent une terraformation pour qu'elle devienne habitable par l'homme. Mais en fait, il faut comprendre que notre planète, elle a été terraformée par les microbes. Aujourd'hui, les gaz à effet de serre émis par les microbes, c'est eux qui régulaient le climat avant que l'homme s'ajoute à ça. On voit aussi que l'homme, en émettant des gaz à effet de serre, n'est pas contre nature. Il fait comme d'autres organismes de la nature, sauf qu'il perturbe le point d'équilibre où il fonctionne bien. Tout est là. Voilà. Enfin, pas le point d'équilibre. Oui, on peut avoir, nous, humains, une place sur cette planète. On n'est pas un extraterrestre venu... Et le fait de la perturber, les microbes l'ont fait avant. Sauf que nous, on est apparu dans un état de perturbation de la Terre, construit par les microbes, et on est adapté à ça. Et quand on dévie, on est peut-être moins adapté. Je prends encore l'exemple de l'oxygène. S'il n'y a pas eu des microbes qui avaient inventé la photosynthèse, auxquels ont succédé les plantes, mais au début c'était des petits microbes, il n'y aurait pas d'oxygène dans l'air. Et donc il n'y aurait pas de place pour nos ancêtres qui respiraient. C'est important parce que ça veut dire que, quelque part, cette biodiversité, elle façonne notre environnement. Il faudrait être sûr, quand on perturbe la biodiversité, qu'on n'est pas en train de perturber ce qui est vital pour nous. Et on parlait de pollinisation tout à l'heure et de production de cassis. On voit qu'avec cette disparition de 80% des insectes en 30 ans en Europe, on commence à avoir des problèmes de pollinisation. C'est au point que maintenant, dans certains endroits, si vous réinstallez des insectes pollinisateurs, vous augmentez la production. C'est d'ailleurs ce que fait un très beau programme de recherche de Charlotte Anstedt à Dijon, avec des producteurs de cassis pour réintroduire soit des pollinisateurs élevés, des ruches, soit carrément avoir des dispositifs tout autour des champs pour abriter des pollinisateurs naturels et leur donner des endroits où se reproduire. Donc, en fait,
La biodiversité, ce qu'il faut, c'est pas oublier celle sur laquelle on repose. Et on peut lutter contre une fraction de la biodiversité qu'on ne souhaite pas, mais il faut jamais se séparer de celle qui nous permet d'exister. Et un autre exemple où on l'a fait, où ça marche vraiment pas, c'est cette diversité qui nous habite, nous, le microbiote, ces milliers d'espèces de microbes qu'on a, bactéries, champignons unicellulaires qu'on appelle les levures, qu'on a sur la peau, dans le tube digestif. Notre façon de vivre à l'occidental dans des milieux très propres, en stérilisant tout, et en mettant sur la peau ou dans le tube digestif des choses qui contiennent des conservateurs, des antioxydants, des émulsifiants, c'est vrai aussi bien dans l'alimentation que dans les crèmes de beauté par exemple, et bien ça tue une partie de ce microbiote, ça tue une partie des espèces, et aujourd'hui on a un microbiote qui est appauvri par rapport à nos ancêtres d'un facteur 1,5 à 3, et bien sûr on n'a plus les maladies indésirables, mais on a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on a aussi jeté des espèces qui étaient nécessaires à nous, et on sait aujourd'hui que c'est l'une des causes, cette réduction de biodiversité du microbiote. Bon, après ça fera partie de l'ambiance sonore du podcast. Ouais, je suis désolé, le balcon est un peu bruyant, l'ambiance bucolique de mon balcon, et on la paye cher en son. Alors on était en train de parler, ça tombe bien, un hélicoptère, il vient peut-être sauver un malade de ces maladies de la modernité. En fait, effectivement, dans la modernité, on se retrouve avec des maladies du système immunitaire, asthme, allergie, maladies auto-immunes comme la maladie de Crohn ou la sclérose en plaques, des maladies du métabolisme, les diabètes, l'obésité, ou des maladies du système nerveux, troubles autistiques, Parkinson, Alzheimer, burn-out, qui toutes ces maladies ont en partie une cause liée à la dégradation de la diversité du microbiote. Bien sûr, il y a aussi des causes génétiques ou des causes qui sont liées à la façon dont vous vivez ou à votre histoire personnelle. Donc, le déterminisme est complexe. Je suis jamais réducteur. Moi, j'essaie toujours de montrer la complexité des choses. Mais une partie de ça, c'est cette réduction de diversité du microbiote qui ne fait plus son travail ordinaire. Or, ce qu'on découvre en creux et qu'on étudie maintenant, c'est prodigieux. J'en avais parlé dans un bouquin que j'ai publié il y a quelques années, en 2017, Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. Ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, ce ne sont pas juste des passagers. Ils contribuent au fonctionnement de ce dans quoi ils vivent et ce de quoi ils vivent. Les microbes, le microbiote que nous abritons, il contribue à notre fonctionnement, et sa réduction de biodiversité nous abîme. Ça, c'est un endroit où on touche intimement au cœur de nous-mêmes. De nos interdépendances. Oui. Et vous savez comment entretenir la diversité de votre microbiote ? Bien sûr, il faut éviter les aliments ultra transformés. Bien sûr, il faut éviter toutes les crèmes de beauté et tous les produits qui contiennent trop d'additifs. Mais surtout, il faut le nourrir. Et pour nourrir celui du tube digestif, il faut manger des fibres. Et ces fibres, c'est les composés qui viennent des végétaux qu'on mange. Et il faut manger le maximum de diversité de végétaux pour avoir une assez grande diversité de fibres. On dit souvent 20 à 25 espèces de végétaux par semaine pour avoir suffisance de diversité de microbes. Voilà, vous voyez, la diversité encore comme solution, même dans l'alimentation. Je renvoie au chapitre des interdépendances du livre où vous détaillez et vous expliquez ce microbiote. Pour revenir sur la nécessité de s'engager pour la biodiversité, vous disiez aussi dans une de vos conférences qu'en fait on en découvre tous les jours et qu'on est incapable de prédire les micro-organismes ou les organismes qui seront utiles pour nos enfants demain, vu qu'on en découvre tous les jours. Et plus nous aurons de biodiversité sur cette planète, plus nous serons capables de trouver des solutions pour demain. Est-ce que j'ai bien résumé un peu Parfait. Ouais, Parfait. À chaque jour, une découverte qui rend nécessaire une partie de la biodiversité qui paraissait anodine la veille. Et donc cette érosion met en danger les sources d'adaptation du futur, et c'est pour ça qu'il faut protéger cette biodiversité. Vous dites encore dans une de vos conférences que j'ai trouvé passionnante sur la biodiversité, tous les organismes aménagent leur milieu et l'exploitent, c'est normal pour le vivant. Alors j'avais envie de prendre cet exemple toujours de cette autoroute A69 entre Toulouse et Castres qui artificialise des hectares de terrain fertile, abat des arbres centenaires, détériore des capacités d'éponge des sols pour retenir l'eau, et surtout que ça peut être utile aux abords des villes de Toulouse, Castres et autres villages. Donc ça, c'est un exemple d'un aménagement qui, selon moi, qui n'est pas très nécessaire. Mais du coup, d'un point de vue général, comment peut-on aborder notre aménagement du territoire sans éradiquer nos chances de vie en tant qu'humains ? Vous parlez dans cette conférence de 30% de réserves et de corridors de circulation. Est-ce que vous pouvez nous en parler quelques mots à ce sujet ? L'idée, c'est que si on veut entretenir une diversité qui a existé avant l'action de l'homme, il faut qu'il y ait des zones où elle peut exister, et c'est des zones où il n'y a pas d'action de l'homme, ou très peu.
Je parle de minimiser parce que par exemple le changement global, les microplastiques qui arrivent par l'air ou les pollutions d'azote qui arrivent par l'air, elles sont toujours là. Mais il faut des zones en libre évolution pour entretenir la biodiversité. Et puis pour que ce ne soit pas des trop petites parcelles où les populations sont séparées et dégénèrent pour des raisons de consanguinité par exemple, il faut qu'il y ait des échanges. Et là donc il faut qu'entre ces zones, il y ait des corridors. Ça peut être des haies, ça peut être des friches. Bon, ça s'organise assez facilement, c'est la trame verte. Ça existe réglementairement en France. Donc ça c'est utile, c'est vraiment une bonne idée. Et c'est pareil pour les eaux, c'est la trame bleue. Tout ça existe en France, réglementairement, c'est mis en pratique un peu lentement, mais la France est plutôt pilote là-dessus. Il y a des pays où ça n'existe pas du tout et où c'est dramatique. Après, il reste quand même 70% de la surface du territoire, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais là encore, il faut faire des choses quand même compatibles avec la biodiversité, parce qu'en fait c'est juste compatible avec nous. Trop de pesticides, c'est incompatible avec nous. Trop de labour, ça érode les sols, et ça veut dire que d'ici 3-4 générations, il y en aura plus, où il y aura partout des coulées de boue qui feront disparaître les sols, comme c'est le cas dans les Hauts-de-France maintenant. Plus des sols qui absorbent plus l'eau, avec des inondations, comme c'est le cas dans les Hauts-de-France actuellement. Il faut voir une chose, c'est qu'on paye ce qu'on a fait, et on commence à passer à la caisse un peu plus souvent que les générations précédentes. Moi je suis inquiet pour la suivante, sachant qu'en creux, on a une agronomie, on a des modalités de production d'énergie qui peuvent être compatibles avec le vivant. Je lisais qu'en en mettant 25% de panneaux photovoltaïques orientables dans des champs, en mettant 25%, on réduit de 20% la production agricole. Ces panneaux orientables permettent en fait de ne pas faire trop d'ombre à certains moments, et surtout par contre d'en faire au moment où c'est un peu sec. Donc ils compensent un petit peu leur concurrence pour la lumière. Et je disais que les travaux de Christian Duprat de Montpellier montraient que en mettant 2 à 3% de la surface agricole française en panneaux, en agro-photovoltaïsme, comme on appelle ça, avec les chiffres que je vous donnais, avec cette base de travail, on remplace le parc nucléaire. Ah oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, il faut un mix. Là encore, il faut du mélange. Mais c'est-à-dire que même pour l'énergie, on peut commencer à envisager des solutions qui épargnent la biodiversité. Et si on diminue un peu notre consommation de viande, vu que la production de viande monopolise 75% des surfaces agricoles, on peut se dire que ces 20% qui réquisitionnent par le photovoltaïque peuvent être facilement trouvables. On a besoin des citoyens pour subventionner les modalités alternatives, pour consommer différemment et notamment consommer moins de viande. Parce que, je l'explique dans le livre, non seulement c'est pas bon pour notre santé, ça fait plus d'AVC, plus de cancer du tube digestif, mais cet excès de consommation de viande d'un facteur 4 à 5 par rapport aux recommandations de l'OMS, elle fait que du coup 71% effectivement de surface agricole servent à nourrir des animaux. Si on consomme moins de viande, c'est meilleur pour la santé, ça libère de la surface pour faire des plantes, et surtout une agriculture peut-être moins intensive, mais moins impactante pour la santé. Rappelons d'ailleurs, on pense que les coûts en santé publique des pratiques agricoles qu'on a sont de 10 fois supérieurs aux avantages économiques qu'elles procurent. Ça coûte 10 fois plus cher en santé publique. Et vous payez la santé publique. Donc ça vous coûte 10 fois plus cher. Sauf que quand vous passez à la caisse, le produit bio est plus cher parce que les externalités négatives ne sont pas comptées dans le produit de l'agriculture conventionnelle. En d'autres termes, il y a là des solutions qui dorment d'un fonctionnement alternatif, mais on ne le réveillera et on ne paiera la transition que si tous les citoyens sont conscients qu'il y a d'autres façons de bien faire et se mobilisent avec leur vote et leurs subventions et avec leur porte-monnaie pour bien faire. Pour ça, il faut expliquer le vivant, et c'est ce que j'essaie de faire pour créer un mouvement citoyen. Superbe. Ça me fait une belle transition. Mon dada à moi, ce sont les actions citoyennes. Ça ne m'amuse pas trop de remettre la faute sur un humain lointain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui est en mon pouvoir et de me le réapproprier. Du coup, vous avez commencé à parler de premiers gestes assez faciles qu'on pourrait mettre en place, surtout que c'est la rentrée. Donc, moi, j'ai toujours eu plein de bonnes résolutions en ce moment de l'année. Donc, vous avez parlé de notre consommation qui influence directement l'aménagement du territoire et les décisions. J'avais cette phrase issue de votre livre, vous dites « L'évolution culturelle, c'est ce que nous pouvons le mieux maîtriser. Si nous en comprenons l'existence, l'importance et la nécessité de penser collectivement. » Vous dites en 2022, les humains vivent en moyenne en France à 16 km de zone naturelle, en Allemagne c'est 22. Donc 16 km, on n'y va pas à pied, difficilement en vélo, donc on prend la voiture. Vous complétez, on a des générations qui naissent sans envie de nature. Et pourtant, on le découvre dans vos livres, mais on le sait, on est fait de dépendance et d'interaction. Je recommande la lecture des essais 3 et 7 de votre livre pour le comprendre finement. Du coup, j'avais cette question pour vous avec l'idée de donner des actions assez concrètes à nous, citoyens. Comment est-ce que l'évolution culturelle pourrait nous aider avec ces transitions au pluriel en faveur de cette biodiversité ? Sans faire de
spoiling de la conclusion du livre, moi j'en prendrai une. L'évolution culturelle, ça se pilote, ça s'appelle l'éducation nationale. Aujourd'hui, dans l'éducation nationale, dans le primaire, à part quelques professeurs des écoles qui le font eux-mêmes, il n'y a pas d'initiation au vivant. Il y en a 1 heure au collège et au lycée, c'est les fameuses SVT, les sciences de la vie et de la terre. Ça devient optionnel en terminale et en première. C'est insupportable, c'est une mutilation de la jeunesse. La place donnée aux sciences du vivant et aux objets vivants n'est pas suffisante. Alors, je prends ma casquette de président de la Fédération Biogé qui réunit des académies, le muséum, des sociétés scientifiques, des sociétés de citoyens. Votre association peut-être demain, votre présence et votre temps de citoyen peut-être demain. Biogé, B-I-O-G-E-E, c'est un terme emprunté à Michel Serres, pour bien montrer qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est en plus une interdisciplinarité autour du vivant, parce qu'il n'y a pas que les biologistes qui peuvent en parler, mais on veut qu'on parle du vivant, on veut qu'on parle des sciences du vivant et de l'environnement, parce qu'il y a des solutions, on parlait de Bois-le-Bois-de-Rond tout à l'heure, et on veut notamment, alors on a un festival annuel pour en parler au public à Rouen qui s'appelle Naturellement, donc je vous invite à venir, c'est gratuit, et puis c'est en ligne, vous n'êtes pas obligé de venir, vous pouvez aussi l'écouter en ligne. On va parler par exemple d'humanité et l'humanité et la forêt cette année 2024, l'an dernier c'était les microbes et la santé et l'environnement. Bon, donc c'est des sujets qu'on essaie de traiter pour le grand public, mais à côté de ça on lutte, on n'y arrive pas beaucoup, pour augmenter le temps d'enseignement des objets du vivant. Et ça c'est important, parce qu'il faut se dire que tant que l'enseignement national restera ce qu'il est une mutilation de la jeunesse qui ne lui permet pas de prendre en compte le vivant et son environnement d'une façon qui transcende les méthodes et les décisions meurtrières, handicapantes et dangereuses qu'ont pris les générations précédentes. On est en train de refaire les mêmes, il y aura les mêmes conséquences, une inconséquence de consommateur, une inconséquence citoyenne, une inconséquence politique autour du vivant. Il faut absolument prendre en main l'information des jeunes et y mettre le vivant avec des sensibilisations très simples au primaire et un corpus de connaissances sur l'évolution, l'écologie, mais au cœur du quotidien, au cœur du pratique, dans le secondaire. C'est vital. Toute autre solution n'est que mutilation de la jeunesse et de l'avenir. Le temps défile, alors je vais en rester là. Je vais vous poser la dernière question du podcast. Ce podcast s'appelle Les Vivantologues. Je suis passionnée de ce qui rend vivant sur cette planète, ce qui rallume le feu à l'intérieur de nous et qui nous donne envie de passer à l'action malgré les peurs, malgré tout ça. J'avais envie de vous demander ce qui vous rendait vivant sur cette planète et peut-être aussi, est-ce que vous avez de l'espoir pour l'avenir ? Est-ce que malgré tout ce que vous savez, est-ce que vous avez de l'espoir pour l'avenir ? Mais oui, parce que justement, moi je suis vivantologue, si on veut. Et ce que je vois, on parlait de Belle au bois dormant, on a évoqué quelques solutions ensemble. Ce que je vois, c'est que si on a compris les mécanismes, il y a des tas d'outils qui sont là. On se retrousse les manches, on ouvre la boîte à outils et on y va. Parce que pour l'instant, en gros, moi et mes pairs, on est juste convoqués pour expliquer pourquoi ça marche pas. Et les gens commencent à nous détester parce qu'on est des Cassandres, on explique pourquoi le climat se dérègle, pourquoi la biodiversité disparaît. Mais en fait, en creux, ce qu'on ne nous demande jamais, et peut-être ce que nous avons d'ailleurs fait l'erreur de ne pas transmettre assez, c'est toutes ces solutions que des années de recherche ont mis en place. En fait, la génération qui a détraqué l'environnement et créé des conditions sanitaires douteuses, elle a quand même de ses impôts accumulé les connaissances d'une boîte à outils extraordinaire. Et une fois de plus, maintenant il faut l'ouvrir. On rappelle le titre de votre livre « Nature et préjugés, convier l'humanité dans l'histoire naturelle » aux éditions Actes Sud. Ce livre aide à trouver les règles du jeu, je cite, et à rafler les atouts pour demain. La connaissance aide à la liberté de choix, c'est vos mots, Marc-André Sellos. Merci à vous et bonne lecture à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Merci pour votre écoute. Je serais heureuse de savoir avec quoi vous repartez de cet échange avec mon invité. Qu'est-ce qui vous a parlé en particulier ? Pour cela, vous pouvez le partager sur la page Instagram. Vous pouvez également laisser un avis sur les plateformes de diffusion ou le partager autour de vous à des personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre aide et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations autour de la notion du vivant.